Bonjour, aujourd'hui on va traiter la reproduction sexuée chez les plantes. Bien sûr, comme vous savez, on a vu la reproduction bien sûr chez les animaux et maintenant on va voir la reproduction chez les plantes. Bien sûr, les plantes sont aussi des êtres vivants, alors elles se reproduisent. Pour la reproduction chez les plantes, il existe deux types de reproduction. Il y a la reproduction sexuée et aussi la reproduction asexuée. Maintenant, on va parler de la reproduction sexuée chez les plantes. Pour la reproduction sexuée des plantes, pour les plantes, il existe deux groupes. C'est-à-dire, comme vous voyez dans l'introduction, la classification des végétaux comporte un groupe appelé plantes à fleurs. C'est-à-dire que la classification des plantes comporte deux groupes. Il y a un groupe qui est appelé plantes à fleurs, c'est-à-dire les plantes qui produisent les fleurs, alors qu'il y a un autre groupe appelé plantes sans fleurs, ce sont les plantes qui ne produisent pas des fleurs. Maintenant, on va parler de la reproduction sexuée des plantes à fleurs, c'est-à-dire des plantes qui produisent des fleurs. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est alors comment se reproduisent les plantes à fleurs, c'est-à-dire comment passe la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. La première chose qu'on va voir, c'est les composants de la fleur, parce que on doit bien sûr savoir les composants de la fleur pour savoir après comment la fleur se reproduit. Alors, après la dissection de la fleur, quelle que soit cette fleur, on trouve plusieurs composants. Pour les composants qui constituent la fleur, d'abord il y a la pédoncule. La pédoncule, c'est la tige de la fleur, comme vous voyez. Aussi, il y a les sépales. Les sépales, elles sont des feuilles vertes, c'est-à-dire des feuilles à couleur verte. L'ensemble des sépales dans le calice. Aussi, il y a les pétales. Comme vous voyez, les pétales, ils sont des feuilles, mais ces feuilles sont colorées. Il peut être des feuilles rouges, ou bien blanches, ou bien vertes, ou bien d'autres couleurs, c'est-à-dire elles sont des feuilles colorées. Et l'ensemble de ces pétales-là, ils constituent la corolle. L'ensemble des pétales, c'est-à-dire pétales avec un autre, il constitue la corolle. C'est-à-dire l'ensemble des pétales constitue la corolle. Comme vous voyez aussi, il y a le pistil. C'est quoi le pistil? Le pistil, c'est-à-dire l'ensemble de stigmates d'abord. Le stigmate plus le stylet, parce que le stigmate, il est en haut. Sous le stigmate, il y a le style. Et sous le style, il y a l'ovaire. C'est-à-dire le stigmate plus le style plus l'ovaire donne le pistil. Maintenant, on va passer à l'étamine. C'est quoi l'étamine? C'est l'ensemble de l'antère plus le filet. Alors, l'antère plus ce filet, donc quoi? Donc, l'étamine. Donc, les plus importants composants sont la pédoncule, bien sûr, les sépales, les pétales, le pistil et aussi l'étamine. L'étamine est composé de l'antère, le filet. Le pistil est composé de stigmates, de style et d'ovaire. Maintenant, on va parler des éléments reproducteurs de la fleur. On sait bien que la fleur, elle se reproduit, alors, bien sûr, il existe des éléments reproducteurs. On peut bien sûr
savoir les éléments reproducteurs de la fleur, c'est-à-dire quels sont les éléments reproducteurs de la fleur. Alors, les éléments reproducteurs de la fleur, il existe deux éléments. Le premier élément, c'est le pistil. Le pistil, c'est la partie femelle de la fleur. Elle est composée d'un stigmate, d'un style et d'un ovaire. Ça veut dire que la partie femelle ou bien l'organe femelle de la fleur s'appelle le pistil. Le pistil, comme on a vu dans les composants de la fleur, il est composé de trois éléments. Il y a un stigmate, c'est-à-dire un stigmate dont le rôle est de recueillir le pollen, d'un style, sorte de tige supportant le stigmate, d'un ovaire où se trouvent les ovules qui sont les gamètes femelles. Dans l'ovaire, c'est-à-dire dans l'ovaire, il existe les ovules. Il se trouve les ovules. C'est quoi les ovules? Les ovules constituent les gamètes femelles. Alors, c'est quoi les gamètes femelles? Ce sont les ovules. Où se trouvent les ovules? Ils se trouvent dans l'ovaire. Le deuxième élément reproducteur de la fleur, c'est l'androcée. C'est quoi l'androcée? L'androcée, comme vous voyez dans cette définition, il est constitué par l'ensemble des étamines, c'est-à-dire une étamine plus une autre, dans quoi? Dans l'androcée. Mais on peut dire que l'étamine, une seule étamine, c'est la partie mâle de la fleur. Alors, la partie femelle de la fleur, c'est le pistil. La partie mâle de la fleur, c'est l'étamine. Maintenant, pour les étamines. Les étamines sont composées de différentes parties, ou bien sont composées de deux parties seulement. Il y a l'antère, comme on a vu dans les composants, dans le schéma présentant les composants, on a vu l'antère, c'est-à-dire la partie qui produit les graines de pollen. Alors que dans l'étamine, il y a un antère. L'antère, ou bien dans l'antère, il existe les graines de pollen. La deuxième partie, c'est le filet. C'est quoi le filet? C'est une sorte de tige supportant l'antère. Sorte de tige supportant l'antère. Ce sont l'antère et le filet sont les composants de l'étamine. Voilà un schéma présentant les organes reproducteurs d'une fleur, c'est-à-dire c'est un schéma simplifié. Comme vous voyez, il y a l'étamine organe reproducteur mâle, il y a pistil, organe reproducteur femelle. Vous voyez aussi à côté de ce schéma, il y a le pistil, comme vous voyez dans cette fleur, dans ce dessin-là. Il y a le pistil, il y a l'étamine, c'est-à-dire le pistil, voilà le pistil, l'organe mâle, l'organe femelle, et voilà l'étamine, l'organe mâle. Voilà ici l'antère et voilà le filet. Le pistil, c'est-à-dire le stigmate, le style et l'ovaire. Remarque. Pour cette remarque dit qu'il y a deux groupes de fleurs. Il existe deux groupes de fleurs. Il y a des fleurs qui possèdent à la fois la partie mâle et la partie femelle. C'est-à-dire qu'ils possèdent la partie mâle, c'est-à-dire les étamines, et aussi la partie femelle, le pistil. C'est-à-dire, il y a des fleurs qui contiennent la partie mâle et la partie femelle, c'est-à-dire contiennent l'étamine et le pistil. Pour ces fleurs-là, elles s'appellent fleurs bisexuées. Pourquoi bisexuées? Parce que
c'est-à-dire bi, c'est-à-dire deux. Ou bien il possède la partie mâle, l'étamine, plus la partie femelle, le pistil. Alors qu'il y a d'autres fleurs qui possèdent soit la partie mâle ou la partie femelle. C'est-à-dire elles possèdent soit le pistil, soit l'étamine. Pour ces fleurs-là, elles s'appellent des fleurs unisexuées. Unisexuées, uni, c'est-à-dire unique. Soit la partie mâle unique, soit la partie femelle unique. Ces fleurs-là s'appellent des fleurs unisexuées. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de la transformation de fleurs en fruits. C'est-à-dire que les fleurs, ou bien on sait bien que les fleurs donnent des fruits, ou bien produisent des fruits. Par exemple, la fleur des tomates. La fleur des tomates, cette fleur donne des fruits. C'est quoi les fruits de la fleur des tomates? C'est les tomates. Par exemple, ou bien un autre exemple, c'est la fleur de petit pois. La fleur de petit pois donne comme fruit le petit pois. Alors, on va quoi? On va voir quelle est la partie de la fleur qui se transforme en fruit et comment. C'est-à-dire comment se passe la transformation de la fleur en fruit. Maintenant, pour savoir quelle est la partie qui se transforme en fruit et comment, on fait les expériences présentées dans ce tableau. Alors, comme vous voyez, le tableau contient 3 expériences. Il y a l'expérience A, et l'expérience B, et l'expérience C. Et pour chaque expérience, il y a le protocole et il y a les résultats. Maintenant, on va débuter par l'expérience A et on va passer à l'expérience B et après l'expérience C. Maintenant, pour l'expérience A, il y a, comme vous voyez, une fleur. La fleur contient le pistil. Il y a aussi les étamines. Et dans le pistil, bien sûr, il y a quoi? Il y a l'ovule. L'ovule se trouve dans l'ovaire. Le résultat. Le pistil se transforme en fruit contenant des graines. C'est-à-dire qu'on a laissé la fleur avec son pistil, avec ses étamines. On a laissé et après 2 à 4 semaines, le pistil se transforme en fruit contenant des graines. C'est-à-dire, il produit quoi? Il produit un fruit. C'est pour l'expérience A. Maintenant, on va passer à l'expérience B. Comme vous voyez dans l'expérience B, le pistil entouré de gaz qui bloque le pollen. Voilà le gaz. Comme vous voyez, le gaz, il est entouré quoi? Il est entouré le pistil. On coupe les étamines, c'est-à-dire il ne reste aucun ou bien aucune étamine. On a coupé les étamines. Quel est le résultat? Comme vous voyez, le pistil meurt, c'est-à-dire il n'y a aucune transformation en fruit, c'est-à-dire le pistil ne se transforme pas en fruit. Il ne produit pas aucun fruit, c'est-à-dire le pistil meurt. Vous voyez la différence entre la première expérience et la deuxième. Maintenant, on va passer à l'expérience C. Comme vous voyez, on a le pistil, il y a aussi les étamines, mais on a prendre le pollen d'une autre fleur, c'est-à-dire le grain ou bien les grains de pollen d'une autre fleur
on a mettre ses graines sur quoi? Sur le pistil, plus précisément sur le stigmate. Le pistil se transforme en fruit contenant des graines. Alors après 2 à 4 semaines, on voit que le pistil se transforme en fruit contenant des graines. C'est-à-dire le pistil ne meurt pas, mais il se transforme en fruit contenant des graines. Alors, pour la première expérience, le pistil se transforme en fruit. Pourquoi? Parce qu'il existe le pistil et il existe les étamines. C'est-à-dire les étamines, et plus précisément l'anther, va donner les graines de pollen au stigmate. Après 2 à 4 semaines, bien sûr, le pistil se transforme en fruit. Pour la deuxième expérience, pourquoi le pistil meurt? Parce que on a coupé les étamines. Il n'existe pas des étamines. Alors, il n'y a pas d'étamines, pas de graines de pollen. Bien sûr, le pistil ne se transforme pas en fruit. Pour la troisième expérience, le pistil se transforme en fruit. Pourquoi? Parce qu'il existe le pistil et aussi on a quoi? On a ajouté les graines de pollen d'une autre fleur. Parce que c'est quoi maintenant? C'est quoi le rôle d'étamine? C'est de donner des graines de pollen. Voilà les graines de pollen. Donc les graines de pollen avec le pistil, bien sûr, on va voir une transformation de pistil en fruit. Alors maintenant, la conclusion de ces expériences est que la fleur se transforme en fruit. La partie qui se transforme en fruit est le pistil. Pour cette transformation, les graines de pollen tombent sur le pistil qui sont arrivées de l'étamine. C'est-à-dire, on n'a pas pu avoir une transformation sans la présence de pistil ou bien sans la présence de graines de pollen. Le pistil, il se transforme en fruit, mais pour cette transformation, il a besoin de quoi? Il a besoin de graines de pollen. Comment ça passe cette transformation? Les graines de pollen tombent sur le pistil et qui sont arrivées de l'étamine. Les graines de pollen, l'origine de graines de pollen, c'est l'étamine bien sûr. Alors les graines de pollen se transfèrent de l'étamine au pistil. C'est-à-dire cette transformation de pistil en fruit, il nécessite la présence de pistil aussi que la présence de graines de pollen. C'est quoi l'origine de graines de pollen? C'est l'étamine. Alors, les graines de pollen tombent sur le pistil. Cette tombe sur le pistil, cette phrase-là, montre qu'il existe une opération. Alors, cette opération de transfert des graines de pollen au pistil, ou bien au stigmate, parce que les graines de pollen tombent exactement sur le stigmate, cette opération, elle s'appelle la pollinisation. Alors, les types de pollinisation. D'abord, on va voir une définition de la pollinisation. C'est quoi la pollinisation? C'est le transport des graines de pollen des étamines sur le pistil qui renforment les ovules. C'est-à-dire le transport des graines de pollen de l'étamine au stigmate, c'est la pollinisation. Pour la pollinisation, il existe deux types. Il y a une pollinisation qui passe dans la même fleur, c'est-à-dire que les graines de pollen se transfèrent de l'étamine au stigmate de la même fleur. C'est-à-dire cette pollinisation, elle passe dans une seule fleur ou bien dans la même fleur. Alors, cette pollinisation, elle s'appelle pollinisation directe. Voilà le premier type. Le deuxième type de pollinisation, c'est que cette pollinisation passe entre deux fleurs.
c'est-à-dire les étamines se transfèrent, bien les graines de pollen se transfèrent de l'étamine au stigmate d'une autre fleur, de l'étamine au stigmate d'une autre fleur, mais ces deux fleurs, il faut qu'ils soient de même genre, c'est-à-dire, par exemple, une fleur de tomate avec une autre fleur de tomate, une fleur de petit pois avec une autre fleur de petit pois. Cette pollinisation s'appelle pollinisation indirecte. La pollinisation indirecte ne peut pas passer entre deux fleurs de différents genres. Par exemple, une fleur de tomate avec une fleur de petit pois, bien sûr, il n'y a aucune pollinisation entre ces deux fleurs. Et cette pollinisation, c'est-à-dire la pollinisation indirecte, il se fait par l'intervention des insectes d'abord, ou bien de l'homme, ou bien du vent, etc. C'est-à-dire le transport du grain de pollen d'une fleur à une autre fleur fait soit par l'homme. L'homme peut bien sûr déplacer les étamines d'une fleur à une autre fleur. Aussi que les insectes, comme vous savez, bien sûr, les insectes peuvent transporter les graines de pollen de l'étamine d'une fleur à ou bien au stigmate d'une autre fleur. Voilà les types maintenant de la pollinisation. Voilà un schéma présentant cette opération, c'est-à-dire la pollinisation. Comme vous voyez, il y a deux fleurs de même genre. Deux fleurs de même genre. Il y a, comme vous voyez, un insecte. Cet insecte, quoi? Le rôle de cet insecte, c'est de transporter les graines de pollen d'une fleur à une autre fleur. Alors, c'est une pollinisation indirecte. Et quand la pollinisation passe dans la même fleur, c'est-à-dire de l'étamine au stigmate de la même fleur, d'une seule fleur, c'est une pollinisation directe. Maintenant, de la fleur au fruit. Lors de la pollinisation des graines de pollen, c'est-à-dire lors du transport des graines de pollen, les graines de pollen, on a dit qu'ils tombent sur le stigmate. Sur le stigmate, il existe un liquide qui est glucidique, c'est-à-dire cet liquide permet aux graines de pollen de se germer. Alors, les graines de pollen germent et développent un tube pollinique. C'est quoi germe? C'est-à-dire ils développent un tube pollinique qui s'enfonce, c'est-à-dire qui se prolonge dans le style jusqu'à qu'il arrive à l'ovaire, afin d'éteindre les ovules, parce que le but des graines de pollen, c'est d'atteindre les ovules. Le tube pollinique permet la fécondation des ovules. Pourquoi la fécondation? Parce qu'il y a une rencontre entre le gamète mâle qui est les graines de pollen avec le gamète femelle qui sont bien sûr les ovules. Alors on va voir quoi? On va voir une fécondation. Maintenant, comme vous voyez, une graine de pollen sur quoi? Sur le stigmate. Sur le stigmate, il existe un liquide qui permet cette graine de se germer. Voilà, il se germe, c'est-à-dire il produit quoi? Il produit un tube, il s'appelle tube pollinique, qui s'enfonce, c'est-à-dire qui se prolonge dans le style jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'il arrive à l'ovule. Alors, comme vous voyez, il y a une rencontre entre le gamète mâle, ou bien l'élément mâle et l'élément mâle et l'élément femelle. Cette rencontre, elle s'appelle quoi? Elle s'appelle la fécondation. Alors, c'est la fécondation. Maintenant, après la fécondation,
Après la fécondation, comme vous voyez, l'ovaire se transforme en fruit. L'ovaire se transforme en fruit. Parce qu'on a dit que le pistil se transforme en fruit, plus précisément, c'est l'ovaire qui se transforme en fruit. Aussi que les ovules se transforment en graines, parce qu'on sait bien que les fruits, ou bien dans les fruits, il existe des graines. Donc, ces grains-là, l'origine de ces grains-là, c'est les ovules. Alors, l'ovaire se transforme en fruit, les ovules se transforment en graines, et les autres organes tombent, comme les sépales, les pétales, etc. Voilà la reproduction sexuelle des plantes à fleurs comme une équation, l'étamine plus, c'est-à-dire l'étamine qui contient les graines de pollen, plus le pistil qui contient les ovules, dans quoi? Dans les fruits qui contiennent les graines. Voilà une image qui présente un fruit. Ce fruit est la tomate. Comme vous voyez, il y a une vue dessus, une vue dessous. Il y a pour la vue dessus, il y a le reste du calice, aussi que la pédoncule. Et pour la vue dessous, il y a les traces des stylets. C'est-à-dire que les organes ou bien les autres organes tombent. Il reste que ces traces-là. Maintenant, on va passer au cycle de vie chez les plantes à fleurs. Comme vous voyez, voilà la plante de tomate. La plante de tomate contient des fleurs. Voilà la fleur de tomate. La fleur de tomate, après la fécondation, elle se transforme en fruit. Le fruit, c'est la tomate. La tomate, comme vous voyez, elle contient des graines. Les voilà. Ces graines-là, lorsqu'ils tombent sur le sol, elles se germent. C'est-à-dire, ils donnent un nouveau né, un nouveau individu qui est la plante de tomate. La plante de tomate, elle se développe et dans quoi des fleurs. Les fleurs, après la fécondation, donnent aussi des fruits. Les fruits contiennent les graines se germent, etc. Donc, c'est un cycle. Ce cycle, il s'appelle cycle de vie chez qui? Chez les plantes à fleurs, c'est-à-dire chez les plantes qui produisent ou bien qui produisent les fleurs. Merci pour votre attention et à la prochaine.